Bonjour tout le monde et bienvenue à Personne n'en parle, une balado présentée par Maison Internet House. Mon nom est Marie-Pierre Danjou et je suis agente de communication et de développement communautaire pour Maison Interlude. Mais aujourd'hui, je change de chapeau et j'ai la chance d'animer notre série de balados en compagnie de ma collègue Sylvie Gravel. Bonjour Marie-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi-même? Ben oui, merci. Sylvie est superviseure des programmes résidentiels chez Maison Interlude, mais elle aussi aujourd'hui, elle change de chapeau, puis pas rien qu'un peu. Elle joue un rôle bien spécial dans nos balados à Personne n'en parle, puis Sylvie, j'aimerais ça que tu nous l'expliques. Oui, je vais jouer le rôle de Laïs la fouineuse. Donc, Laïs, j'ai pris ça c'est un feuilleton québécois qui jouait dans le milieu des années 80. Laïs, c'était la commère du village. Donc, elle rapportait des informations. Parfois, ce n'était pas toujours les bonnes informations, mais mon rôle à moi aujourd'hui, ça va être vraiment de démystifier, de mettre une touche d'humour, de aussi poser des questions que beaucoup de gens se posent, mais n'osent pas les poser. Donc, ça va être un peu mon rôle aujourd'hui, puis de partager la bonne information ensuite. Donc, aujourd'hui, on reçoit Martine Lantier, directrice générale Centre Nova, Calax francophone de Prescott Russell, qui est la nouvelle directrice générale. On reçoit aussi Luminita Kuchulan, infirmière, et Amélie Ouellette, travailleuse sociale au programme de soins aux victimes de l'hôpital général de Hawkesbury. Exactement. Et avec ce magnifique trio, on va jaser d'un thème qui est quand même assez difficile, parce que c'est ça qu'on fait à Personne n'en parle. On va jaser d'agression sexuelle. D'ailleurs, le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation contre l'agression sexuelle en Ontario. Et le podcast d'aujourd'hui, il a été rendu possible grâce à la collaboration de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes et aussi au financement de l'Office de la condition féminine de l'Ontario. On les remercie beaucoup. Je pense qu'on est prête. On y va. On va aller rencontrer nos invités. Martine, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Martine Lantier, toute nouvelle DG du Centre Nova Calac. Écoute, félicitations. Merci. Oui, félicitations. Merci. Martine, tu peux-tu nous expliquer un peu ton parcours professionnel puis qu'est-ce qui fait que maintenant tu es rendue DG au centre? Oui. Dans le fond, mon parcours a commencé là, dans le domaine de la violence faite aux femmes à peu près en 2012, où j'ai siégé au sein du conseil d'administration du Centre Nova. Ensuite, j'ai siégé pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été embauchée par le centre là, pour faire un peu... En fait, j'ai occupé à peu près tous les postes au centre là, jusqu'au tout dernier, avant celui-ci, qui était intervenante auprès des survivantes d'agressions sexuelles. Donc, ce qui m'a amenée à maintenant être directrice générale du Centre Nova. J'ai aussi une maîtrise en service social de l'Université d'Ottawa. J'ai un certificat d'intervention auprès des femmes de l'Université Laurentienne. Puis j'ai fait aussi là, une panoplie de formation en lien sur le trauma des victimes d'agressions sexuelles. J'ai aussi plusieurs formations pour l'intervention auprès des enfants victimes aussi, là, puis les conséquences à long terme chez les victimes d'agressions sexuelles. Parfait. Si je compte bien, ça fait 9 ans que tu es impliquée auprès de Centre Nova, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Parfait, ça tombe bien, fait que tu le connais bien. Assez bien. Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, le Centre Nova Calac, oui. L'acronyme, l'histoire, la mission, un petit peu nous situer par rapport là, au centre. Oui. En fait, le Centre Nova est un CALAX, donc un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Nous, au Centre Nova, on dessert les femmes francophones âgées de 16 ans et plus, victimes ou survivantes d'agressions sexuelles. Puis, ces femmes-là résident ou travaillent dans la région de Prescott Russell. Notre mission, dans le fond, c'est d'offrir des services d'intervention auprès de ces femmes-là. On a aussi un mandat là, de prévention, sensibilisation, éducation au sein de la communauté de Prescott Russell. Donc, on va offrir là, des ateliers, des activités pour les personnes de tous les âges. On va faire des ateliers au niveau scolaire, aller dans les écoles, de la maternelle à la 12e année,
où on va parler, là, pour les plus petits, on va faire des ateliers plus de prévention et d'éducation. Donc, on a un atelier là, qui s'appelle Prudence. Puis cet atelier-là, dans le fond, c'est vraiment d'offrir des outils aux enfants, de savoir quoi faire s'ils reçoivent un mauvais toucher, de savoir quoi faire quand ils ont des mauvais secrets aussi, puis l'importance d'aller en parler à un adulte de confiance. On a aussi des ateliers plus au milieu secondaire. Ces ateliers-là, c'est vraiment plus au niveau du consentement, au niveau des relations saines aussi. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. On a aussi des activités de prévention, sensibilisation, éducation au sein de la communauté. Donc, la marche des femmes, la marche des hommes, c'est des activités là, qu'on fait là, à chaque année. En temps de COVID, ouais, c'est un peu difficile, là, mais on essaie quand même là, de poursuivre ces activités-là. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Notre mission, c'est une grosse mission, c'est d'éliminer la violence faite aux femmes dans la région de Prescott-Russell, plus précisément les agressions à caractère sexuel. Martine, je t'ai entendu dire la marche des femmes, la marche des hommes, puis j'entends souvent ça, la marche des femmes, la marche des hommes. Mm-hmm. Ça fait combien de temps que c'est dans Prescott-Russell, ça? La marche des femmes, ça fait, si je me trompe pas, là, depuis... j'ai pas de date exactement, mais ça fait plusieurs années là, que le Centre Nova, en collaboration avec plusieurs organismes, là, dont Maison Interlude, la coalition de Prescott-Russell, travaille là, pour organiser cette marche-là. Le nombre d'années, je l'ai pas exactement, mais j'avais entendu 2008. OK, est-ce que ça se pourrait? Oui, absolument. Okay. Oui, ça se peut. Okay. La même chose pour la marche des hommes. L'an passé, on n'a pas fait la marche, il y avait la COVID, puis le Centre avait décidé de prendre une petite pause par rapport à ça. Mais ça aussi, ça faisait plusieurs années. Là, je pense que en 2019, on a fêté le 10e anniversaire de la Marche des hommes. Donc, on l'a fait pendant plusieurs années consécutives. Là. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'hommes qui participaient à cette marche-là. Oui, quand même. Puis c'est quoi, en gros? Ils font juste marcher ou... Oui, bien, la Marche des hommes, on invite les hommes à marcher pour, dans le fond... c'est dénoncer la violence que les femmes vivent, puis on les invite à marcher avec des talons hauts. Des beaux souliers rouges. Oui. Les hommes embarquent, tu sais, je pense pas que les souliers sont une barrière là, pour participer à cette activité-là. Les hommes sont fiers, puis ils vont mettre leurs souliers. Il y en a qui vont les taper avec du ruban adhésif là, pour qu'ils tiennent bien, puis ils vont marcher. Ils vont marcher là, pour soutenir les femmes dans nos revendications, là, pour éliminer la violence faite aux femmes. Wow, excellent. Oui, j'ai hâte de voir la prochaine. Oui. Et puis, écoute, par rapport aux victimes d'agressions sexuelles avec lesquelles vous travaillez, comment elles se rendent chez vous? Elles vous trouvent par elles-mêmes ou sinon c'est des organismes de la région qui vous envoient ces femmes-là? Comment ça fonctionne? Elles sont souvent référées par les organismes de la région. Elles vont aussi nous trouver sur l'Internet. Donc, les femmes vont faire un Google search, puis elles vont nous trouver là, de cette façon-là. Elles vont nous contacter. Mais le gros des références vont venir beaucoup là, des organismes de la région, comme Maison Interlude, Service aux victimes de Prescott-Russell. C'est des organismes qui réfèrent beaucoup les femmes dans nos services. Parfait. Puis dis-moi, est-ce que tu es capable de dresser un ou des portraits des femmes que vous aidez, d'une femme qui est victime d'agression sexuelle, ce que vous voyez peut-être plus fréquemment ou... Il n'y a pas de portrait spécifique, je vais te dire, là, pour être honnête. On rencontre des femmes de tous les milieux, de tous les âges. C'est vraiment, tu sais, les agressions sexuelles, ça touche toutes les femmes, dans le fond. C'est vraiment, il n'y a pas de portrait spécifique. Il y a des personnes, il y a des femmes qu'on rencontre qui sont peut-être dans des milieux plus vulnérables qui vont les amener à être plus à risque de vivre des agressions sexuelles. Tu peux spécifier vulnérable, ce que tu veux dire? Des femmes qui viennent de milieux plus pauvres. Puis il y a comme un cirque qui se perpétue, là. La pauvreté amène une forme de vulnérabilité qui fait qu'elles peuvent être à risque plus
dans l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Ça crée un cercle vicieux. Par contre, comme j'ai dit tantôt, on a les femmes de tous les milieux, de tous les âges, là. Mais moi, Martine, j'ai entendu dire que l'agression sexuelle, c'était une problématique qui était grave, mais que ça touchait peu de personnes. Puis ça, c'est une fausse croyance, dans le fond, dans la communauté, là, que les agressions sexuelles, c'est des cas isolés, mais dans le fond, c'est vraiment un problème social où toutes les femmes et les enfants peuvent être victimes au cours de leur vie. En fait, on dit qu'une femme sur 3 sera victime d'agressions sexuelles au cours de sa vie. On dit qu'un garçon sur 10 sera victime d'agressions sexuelles au cours de sa vie aussi. Pour les garçons, l'âge moyen est à peu près 13 ans. Donc, c'est vraiment une problématique qui a énormément d'ampleur là, dans la société. Donc, ce que j'ai entendu dire, c'était pas vrai. Ça touche beaucoup de personnes. Bien, écoute, 33% des femmes, puis 10% des hommes. Ça fait 40% de la population en général. Je suis contente qu'on ait clarifié ça. Puis, il faut se rappeler aussi que ça, c'est ce qu'on sait. Hein, c'est vraiment la pointe de l'iceberg parce que seulement 5% des agressions sexuelles sont dénoncées à la police. 5%? Oui. Mais pourquoi juste 5%, selon toi? Bien, il y a beaucoup de barrières. C'est difficile de dénoncer. Dans la société, il y a comme les fausses croyances, les mythes entourant les agressions sexuelles vont empêcher les victimes de dénoncer les agressions qu'elles ont vécues. OK, mais tant qu'à t'avoir avec nous, tu sais, j'ai entendu plein d'affaires, puis j'aimerais vraiment clarifier avec toi. On dit que les filles et les femmes qui sont agressées sexuellement, c'est parce qu'ils l'ont cherché, de la façon dont ils s'habillent. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, c'est totalement faux. L'agression sexuelle, puis ça, c'est un autre mythe, une autre fausse croyance dans la société là, concernant les agressions sexuelles. En fait, les agressions sexuelles, c'est pas une pulsion sexuelle, c'est pas une excitation sexuelle dont l'agresseur a pas le contrôle, mais pas du tout. C'est un acte de domination, d'abus de pouvoir, puis l'agresseur va utiliser la sexualité pour dominer sa victime. Donc, c'est jamais la faute de la victime. C'est toujours l'agresseur qui est responsable de ses gestes. Il n'y a rien que la victime peut faire, peut dire qui va provoquer une agression sexuelle, là, pas du tout. Puis tu sais, l'autre jour, j'étais allée à une game de hockey, puis j'étais assis dans les estrades, puis il y avait une gang de gars à côté de moi. Puis il y en a qui parlaient de leur blonde et tout ça. Puis j'ai entendu dire que les femmes, ils disent non, mais vraiment, ça veut dire oui. C'est pas bien clair. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, je pense que quand une femme dit non, c'est non. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de non qui veut dire oui, absolument pas. Puis ça a été souvent utilisé justement pour justifier des agressions sexuelles. Cette mauvaise compréhension-là, cette croyance-là que la fille dit non, mais en réalité, elle dit oui, ça a beaucoup été utilisé pour justifier les gestes des agresseurs. Hein. OK. Puis mais j'allais dire, puis un oui peut devenir un non aussi. Absolument. C'est pas coulé dans le béton. Là. Si je te dis oui, puis là, finalement, en cours de route, ça va pas, on a le droit de dire non aussi pendant. Là. Absolument. Mais moi, j'ai une question. Je viens de penser à quelque chose. Tu sais, une femme là, qui est muette, puis qu'elle se fait agresser, puis elle peut pas le dire, là, non. Est-ce que l'agresseur doit bien le voir par ses réactions qu'elle veut dire non? Oui. Est-ce que ça, c'est un non qui compte ou c'est un non qui compte pas? Oui, absolument. C'est la responsabilité. Chaque partenaire a une responsabilité dans une relation sexuelle, puis c'est de vérifier le consentement, que ça peut être par le verbal ou le non-verbal aussi. Si la personne ne semble pas intéressée à la relation sexuelle ou démontre des gestes qui sont même peut-être pas nécessairement clairs, bien, le partenaire ou la partenaire peut le demander aussi. C'est important de vérifier comment l'autre personne se sent dans la relation sexuelle. Puis, ce que tu disais tantôt, Marie-Pierre, absolument, un oui peut devenir non. Puis, c'est pas parce qu'il y avait un oui au début que c'est oui tout le temps. Donc, c'est quelque chose à revérifier aussi au cours de la relation. Donc, juste pour clarifier, là, si moi, je sors avec un gars,
Puis au début, ça me dérange pas qu'on s'embrasse et tout ça. Puis à un moment donné, il commence à me toucher, puis c'est correct. Mais là, ça me tente plus. Je pourrais dire non. Absolument. Puis ça serait pas de ma faute s'il m'agresse, là, s'il va plus loin puis il m'écoute pas. Ça serait jamais de ta faute s'il t'agresse. OK. Mais ça fait du sens. On parle d'agression sexuelle, puis souvent, ce qu'on a en tête, c'est une fille qui se fait agresser dans une ruelle là, par quelqu'un qu'elle connaît pas. Mais je pense pas que c'est vraiment représentatif de qu'est-ce que c'est en réalité. Je sais pas si tu peux nous parler un petit peu des différents, j'aime pas ça dire ça, là, mais types d'agression sexuelle. C'est pas juste un viol dans une ruelle, ça peut être plein d'autres choses, j'imagine. Absolument. Oui, puis la croyance du viol dans une ruelle, je dis pas que ça n'arrive jamais, ça peut arriver, mais c'est pas ce qui se produit le plus souvent. Si je me trompe pas, là, 82% des victimes d'agression sexuelle connaissaient leur agresseur. C'est souvent une personne proche de la victime. Ça peut être un parent, un frère, sœur, cousin, un ami de la famille, un voisin. Donc, c'est quelqu'un qui a accès à la victime qui va commettre l'agression sexuelle. Puis, tu sais, Martine, moi j'ai un ami, je n'aimerais pas son nom. Non. Parce que je pense pas qu'elle veut que je nomme son nom. Mais j'ai un ami, puis elle est mariée, puis elle me dit que son mari, il a à force d'avoir des relations sexuelles à tous les soirs. Mais est-ce que ça peut être un viol, même si elle est mariée? Ou parce qu'elle est mariée, c'est son devoir conjugal? Oui, c'est un viol. Dans le fond, si cette femme-là n'est pas d'accord d'avoir la relation sexuelle puis qu'elle se sent forcée à avoir la relation sexuelle, c'est un viol. Le mariage ne va pas empêcher qu'il y ait des agressions sexuelles qui aient lieu dans le couple. Par contre, avant 1983, il n'y avait pas de loi qui protégeait les victimes d'agressions sexuelles au sein de leur couple. C'est seulement après 1983 où il y a eu des lois qui ont fait en sorte que, oui, l'agression sexuelle existe au sein d'un couple, puis un époux, un conjoint peut être reconnu coupable d'agression sexuelle auprès de sa conjointe. Si ça va en cours? Oui. OK. Mais 1983, ça fait pas si longtemps que ça, là, pour être reconnu. Ça fait 38 ans? Je sais pas, j'ai 40, là, c'est à peu près ça. Oui, près de ça, oui. Vraiment, ça fait pas longtemps. Oui, c'est très nouveau. Puis, il y a encore beaucoup de gens qui croient que, comme tu l'as mentionné, que des agressions sexuelles, ça n'existe pas dans un couple, que le mariage fait en sorte qu'on consente automatiquement. Sauf que c'est pas vrai, là. Puis au centre, maintenant, est-ce qu'il y a à quel type, je vais dire encore type, d'agression sexuelle vous êtes le plus souvent confrontés? C'est quoi qui est le plus répandu? Est-ce que c'est le viol? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses que le viol aussi qui rentrent dans la catégorie des agressions. Mais moi, on m'a dit que la seule vraie agression sexuelle, c'était le viol. Fait que je pense pas qu'il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. On peut aller là, des attouchements sexuels. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va taper une fesse là, tu sais, un employeur qui tape la fesse de son employé. Ça peut être aussi le frotteurisme, le voyeurisme. Donc, c'est vraiment... on a souvent entendu parler de ça, surtout dans les transports en commun, les bus et tout. Il y a des personnes qui vont aller se frotter sur d'autres personnes. Ça, c'est une forme d'agression sexuelle. Il y a le harcèlement sexuel aussi. Il y a la cyberagression, les agressions sexuelles commises avec des moyens technologiques, les ordinateurs et tout. On a les attouchements sexuels, puis ça peut aller jusque... des agressions sexuelles avec ou sans pénétration. Donc, la liste est longue. Il n'y a pas juste le viol comme agression sexuelle, mais il y a, je veux dire, le bagage est très gros là, pour décrire une agression sexuelle. Il n'y a pas juste le viol, puis il n'y a pas besoin d'avoir pénétration pour dire que c'est une agression sexuelle. Absolument, oui. OK. Martine, j'aimerais ça que tu nous parles un peu, tu disais qu'en début d'entrevue, comme quoi, tu as eu plein de formations aussi sur le trauma puis tout ça. J'aimerais que tu nous parles un peu des séquelles que ça laisse chez les victimes, une agression sexuelle. Les séquelles sont, encore une fois, très larges, il y en a plusieurs, puis ça touche toutes les sphères de la vie de la victime, hein. Ça peut être des séquelles au niveau social, relationnel, donc difficulté à faire confiance aux gens,
Ça peut être aussi des séquelles au niveau psychologique. Quelqu'un qui peut faire de la dissociation, hein, avoir l'impression d'être déconnecté de soi-même, de son corps, déconnecté de ses émotions, des flashbacks aussi. Il y a des séquelles au niveau sexuel, donc la difficulté d'avoir des relations sexuelles, ou ça peut être aussi le contraire, avoir une forme d'addiction à la sexualité. Donc, des séquelles aussi au niveau financier, hein? On n'en parle pas beaucoup, puis c'est quelque chose qu'on pense pas beaucoup, mais une victime d'agression sexuelle, ça va avoir des impacts sur sa vie, puis ça peut faire en sorte qu'elle va avoir de la difficulté à aller travailler, qui fait que ça va avoir un impact sur son revenu en bout de ligne. J'avais pas vu ça de même, moi. Oui. Donc, les impacts sont très, très grands. Il y en a plein. Puis quand les femmes viennent nous voir, en fait, c'est ce qu'on identifie avec elles. C'est quoi les impacts qui ressortent de ça? Souvent, les femmes s'en rendent pas compte. Elles vont pas associer leur situation de vie présente, les difficultés qu'elles ont dans leur vie, aux agressions sexuelles. Puis quand elles viennent nous voir, mais on fait des liens entre les impacts qu'elles ont dans leur vie au moment présent, les impacts qu'elles ont eus dans leur vie avec les agressions sexuelles. Donc, tu sais, en établissant la cause, en prenant conscience de ça, ça aide beaucoup les femmes là, à mieux comprendre pourquoi elles se sentent comme ça. L'inceste, c'est une forme d'agression sexuelle? Oui. OK. Parce que moi, encore là, c'est des choses que j'entends dire, puis je veux vérifier avec toi parce que je veux être sûre de répéter la bonne information parce qu'on m'accuse souvent de commérer puis de ne pas avoir la bonne information. Mais on me dit que si les parents, là, y avaient une vie sexuelle normale, bien, les pères ne commettraient pas l'inceste envers leurs filles. C'est-tu vrai? Ben non, c'est pas vrai. Puis ça, c'est une croyance qui existe depuis très longtemps. En fait, les femmes ont souvent été responsables, les mères ont souvent été responsables des agressions que leurs enfants ont vécues. Puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. Puis la société a tendance à blâmer les mères pour tous les maux de la société, dans le fond, y compris les agressions sexuelles. Comme j'ai dit tantôt, l'agression sexuelle, c'est un abus de pouvoir, de domination, d'humiliation. C'est pas une pulsion sexuelle. Donc, c'est qu'il y ait une relation dans le couple ou non, c'est pas ça qui va faire en sorte que le père va se retourner vers ses enfants pour les agresser sexuellement. C'est vraiment, c'est lui qui choisit de le faire. Puis c'est pas, la mère est pas à blâmer pour ça, mais pas du tout, là. OK. Puis mon autre partie de question, puis ça, je sais, c'est cru, mais il faut que je la pose parce que je pense que, tu sais, tantôt, tu as dit que ça touche beaucoup de personnes, l'agression sexuelle. Donc, les enfants, là, les ados, les filles ou les gars qui éprouvent une excitation sexuelle lors d'une agression sexuelle, ils disent que c'est parce qu'ils sont consentants, parce qu'ils ont eu du plaisir. Ben encore une fois, c'est faux. C'est un autre mythe. Dans le fond, le plaisir ou l'orgasme, c'est vraiment une réaction physique. Okay? Le cerveau et le corps n'est pas toujours connectés ensemble. Ça veut dire que si je frotte mon bras comme ça, à un moment donné, ben je vais avoir une réaction. Ma peau va devenir rouge, ça va commencer à faire mal. C'est vraiment une réaction physique. Okay. Mais c'est la même chose au niveau des agressions sexuelles. Il y a des personnes qui vont ressentir un plaisir physique. Par contre, c'est pas un plaisir où ce que la personne est psychologiquement engagée. C'est plutôt, comme j'ai dit, une réaction là, physique face à un stimuli, dans le fond. Donc, même s'ils ont ressenti, puis on dit il y en a qui avaient des orgasmes, donc même s'ils ont ressenti du plaisir ou qu'ils ont eu un orgasme, ça ne veut pas dire qu'ils étaient consentants, puis ils sont quand même victimes d'agressions sexuelles. Oui. Là, c'est pas de leur faute. Absolument, oui. Okay. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive, qui peut se passer fréquemment.
Puis cette chose-là, le fait d'avoir ressenti un plaisir empêche beaucoup justement les gens à dénoncer les agressions qu'ils ont vécues parce qu'ils sont confus un peu. Leur tête n'était pas là, c'est pas quelque chose qu'ils voulaient, ils se sentaient pas bien là-dedans, sauf que leur corps a réagi. Donc c'est vraiment, ça crée une confusion chez la victime, puis ça peut vraiment créer une barrière là, pour aller dévoiler ou dénoncer après l'agression. OK. Fait que c'est pas de leur faute. Au moins, ça, c'est clair. Puis, Martine, tantôt, on parlait d'une femme sur 3 au cours de sa vie qui va être victime d'agression sexuelle. Pour donner un ordre d'idée aux gens, mettons, pour vous, au centre, combien de victimes vous aidez à peu près par année? Puis ça, c'est juste Prescott Russell, puis c'est juste vous, juste pour donner une idée. Puis on dit que c'est juste peut-être 5%. Bien, 5% qui sont dénoncés à la police. Il y en a peut-être plus qui vont consulter des services, mais grosso modo, ça ressemble à quoi dans Prescott Russell? Dans Prescott Russell, j'ai pas de chiffre exact là, pour toi. Il n'y a pas nécessairement de recherche qui a été faite sur ça non plus, puis ça pourrait être intéressant éventuellement d'en faire une, juste pour voir ce serait quoi les statistiques en milieu rural, parce que je suis certaine qu'elles peuvent être différentes là, de d'autres régions. Mais moi, là, je pense que la population vieillit, hein? On s'entend pour dire que la population vieillit. Puis on dit que l'agression sexuelle, je veux dire, il n'y a pas personne qui va agresser sexuellement une vieille femme, là. Je veux dire, rien d'attirant là-dedans. Fait que j'imagine que les agressions sexuelles vont baisser. Tu sais, c'est la même affaire pour les femmes handicapées, là. Il n'y a pas personne qui va agresser sexuellement une femme handicapée, je veux dire. Il n'y a rien d'attirant, là, comme... Je vais te dire que tu te trompes parce que oui, les femmes âgées peuvent être agressées sexuellement, absolument. Il n'y a pas d'âge pour l'agression sexuelle. Oui, il y a des enfants aussi jeunes que 2 semaines, puis des femmes aussi âgées là, que 90 ans qui en sont victimes d'agression sexuelle. Puis en fait, elles sont même plus à risque d'être victimes parce qu'elles sont vulnérables. Elles dépendent souvent de d'autres personnes. Puis comme j'ai dit tantôt, les personnes qui vont agresser sexuellement sont souvent connues par la victime. Donc, ça peut être un proche, un enfant, ce qui fait que les personnes âgées vont souvent dépendre de ces personnes-là. Et donc, elles sont plus à risque d'être agressées sexuellement. Puis c'est la même chose pour les femmes qui vivent avec un handicap. Elles aussi, elles sont plus vulnérables. Souvent, elles sont dépendantes de d'autres personnes, qui fait que ça augmente leur vulnérabilité aux agressions sexuelles. Fait qu'il n'y avait rien de vrai dans ça, là. Non. À date, tu dis pas grand-chose de vrai. Non, bien au moins j'ai clarifié. Absolument, oui. Au moins le but c'était ça. Exactement. Parce qu'au moins là, je peux dire les bonnes choses quand je vais répéter les affaires. Notre fouineuse est là pour ça. Oui. Martine, maintenant, si on est victime soi-même d'agression sexuelle ou si on connaît quelqu'un à qui c'est arrivé, ce serait quoi les premières étapes qu'on souhaite porter plainte ou qu'on veuille simplement avoir de l'aide? Ce serait quoi les premières étapes, le premier pas à faire? Bien, pour une victime d'agression sexuelle, tu sais, de savoir qu'il y a des services d'aide pour elle, qu'il y a vraiment des CALAX, ou qu'il y a des intervenantes qui sont spécialisées en agression sexuelle qui sont là pour les aider. C'est de se tourner peut-être, si elles ont envie d'en parler, c'est un besoin pour elles, de se tourner vers ces services-là. Si elles souhaitent dénoncer, moi, ce que je leur dirais, c'est vraiment d'aller chercher de l'information. D'aller chercher l'information concernant le processus juridique, parce que c'est pas un processus facile, c'est un processus qui est long, ardu, puis des fois, ça finit en verdict de non-culpabilité, qui fait que ça peut être très, très difficile là, pour les survivantes quand elles arrivent à un verdict comme ça. Mais souvent, les femmes, ils portent des fausses accusations aussi. Fait que ça joue pas en leur faveur. Il y en a beaucoup. En fait, je vais te corriger. Encore? Parce que, oui, encore. Okay. Parce que seulement 2 à 8% des accusations d'agression sexuelle sont fausses. Ce qui veut dire que tout le reste, c'est vrai. C'est des victimes qui ont été agressées sexuellement et qui ont décidé de porter plainte. Mais pourquoi tu penses qu'on dit ça, que la plupart, ils portent des fausses accusations, selon toi? C'est de pas croire les femmes.
La société ne croit pas les femmes. Elles vont souvent les blâmer aussi pour ce qu'elles ont vécu, entre autres les agressions sexuelles ou pour les violences qu'elles vont vivre. Donc, c'est que la responsabilité est remise sur le dos des femmes constamment au lieu d'être remise vraiment sur les agresseurs. J'ai pas le choix de pas te poser la question. Dans le fond, tu parles de la lourdeur du système judiciaire, puis tout ça, puis des procédures. Ici, dans la région, on est beaucoup de Franco-Ontariens, donc on a pas mal entendu parler des cas d'Éric Salvaille puis de Gilbert Rozon. Non, moi aussi, j'en ai entendu parler, oui. Puis les verdicts, encore une fois, n'étaient peut-être pas à la hauteur des attentes de la population en général, mais surtout des victimes. Est-ce que ça se passe de la même façon en Ontario? Est-ce que le système, c'est comparable? Est-ce qu'il y a un meilleur accompagnement des victimes? Je ne le sais pas, mais aussi c'est similaire. C'est là que j'ai entendu que ça a l'air qu'il y avait des femmes qui portaient des fausses accusations. Ça a passé aux nouvelles. Ben, dans le fond, le système judiciaire, j'ai jamais travaillé au Québec auprès des victimes. Par contre, ce que je peux dire, c'est que en Ontario aussi, c'est difficile pour les victimes de porter plainte. Elles font face un peu au même système judiciaire, en fait, qu'au Québec, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à prouver des agressions sexuelles, dans le fond, parce que quand il y a des agressions sexuelles, il y a souvent aucun témoin. Hein? Il y a l'agresseur, il y a la victime. Donc, tout le fardeau de prouver que l'agression a eu lieu repose sur la victime qui est en fait vue témoin dans son propre dans le procès, là. Elle est pas vue comme une victime, mais elle est vue comme un témoin. Donc, c'est à elle de prouver que les agressions sexuelles ont eu lieu. Hors de tout doute raisonnable, parce que c'est notre système. Hein? Absolument. Ça, je l'ai appris. Oui, hors de tout doute raisonnable. Donc, c'est difficile pour elle de le prouver, premièrement. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que les femmes... en bout de ligne, elles vont faire tout ça, tout le processus, aller témoigner à la cour, revivre plein d'émotions, revivre des flashbacks, se faire questionner par la défense, se faire revictimiser constamment pour, en bout de ligne, souvent arriver avec un verdict de non-culpabilité. Donc, c'est pour ça, tantôt, ce que je disais, c'était que les femmes soient informées par rapport au processus judiciaire pour qu'elles puissent faire un choix éclairé pour vraiment prendre la bonne décision. Est-ce que porter plainte, c'est ce que je dois faire? Même si il y a plein de chances que ça arrive à un verdict de non-culpabilité, même si ça va être ultra difficile pour moi, passer à travers tout ça, est-ce que moi, j'ai quand même envie de porter plainte? Parce que c'est sûr que le faire contre son gré ou le faire avec des attentes différentes, ça l'amène des déceptions aussi, puis ça peut être extrêmement difficile pour les victimes. Donc, s'informer pour faire un choix éclairé. Mais si, mettons, là, que... Donc, si je comprends bien, je suis victime d'agression sexuelle, je ne suis pas obligée d'aller en cours. Absolument pas. OK. Mais je peux avoir les services pareils. Oui. Puis allez-vous m'obliger à parler à la police? Si j'arrive chez vous puis je dis je suis victime d'agression sexuelle, allez-vous me dire il faut que j'aille voir la police? Absolument pas. Jamais. Nous, on va avec ce que la femme veut. Selon ses besoins. On va jamais forcer une femme, une victime à porter plainte contre son gré. Jamais. Je veux dire, c'est la pire chose qu'on pourrait faire pour elle. Dans le fond, c'est vraiment l'encourager fortement, puis l'inciter, puis la pousser à aller porter plainte. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le système judiciaire, c'est très pénible comme processus. Fait que les femmes... Elles viennent nous voir des fois, puis elles n'ont pas envie de porter plainte, elles ont juste envie d'en parler, de dire ce qui s'est passé sans nécessairement passer à travers tout le processus. Puis ça, c'est aussi correct parce que les femmes ont le droit de ne pas dénoncer aussi. Puis c'est normal si elles ne veulent pas nécessairement dénoncer parce que c'est pas facile. Donc, elles ont le droit aussi de faire le choix de ne pas dénoncer. Puis je connais une fille, elle a dénoncé, elle est allée en cours, puis elle avait été travailleuse du sexe dans son plus jeune temps, puis ça a tout sorti en cours. C'est-tu normal?
Ben, en fait, c'est sûr que la défense va essayer de trouver n'importe quel argument pour discréditer la victime. Puis ça, c'est une des raisons, dans le fond, qui fait en sorte que c'est difficile de porter plainte. Parce qu'ils ne croient pas. Mm-hmm. Oui. OK. C'est pas évident tout ça, là. C'est pas simple, Mais si jamais, là, que je vais chez vous puis que je dis, ben moi, j'ai pris mes informations légales puis je veux vraiment dénoncer, est-ce que vous allez m'accompagner dans ce processus-là? Oui, absolument. On accompagne les femmes qui choisissent de dénoncer. On va à la cour avec elles, on les accompagne aussi au poste de police. Ah oui? Je ne serais pas toute seule pour faire ça. Non. Si la victime souhaite être accompagnée, oui, on est là pour elle, pour les accompagner. C'est rassurant. Oui. Oui. Puis ça les met beaucoup plus en confiance aussi de savoir qu'elles sont pas seules puis qu'elles ont vraiment un soutien auprès d'elles là, pour passer à travers tout ça. OK. Puis Martine, ce serait quoi ton meilleur conseil que tu aimerais donner à une victime d'agression sexuelle? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, je pourrais répéter ça, moi, ce conseil-là. Bien, premièrement, qu'elles sont pas responsables, que c'est pas de leur faute qu'elles ont vécu des agressions sexuelles, puis la façon qu'elles se sentent en ce moment, que ce soit difficile, que c'est normal, que ça fait partie des impacts des agressions sexuelles, mais qu'il y a de l'aide pour elles aussi, qu'il y a des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel qui sont là pour les aider, où il y a des intervenantes qui sont équipées, qui sont spécialisées pour intervenir là, auprès d'elles. Excellent. Donc, peu importe l'agression sexuelle, à partir du moment où quelqu'un a subi une agression sexuelle, elle n'est pas responsable. Absolument. Puis elle peut aller chercher de l'aide. Oui, oui. OK. Ça, je vais répéter ça. Oui, répète-les, puis répète-les beaucoup. D'accord. Avant qu'on laisse aller Martine, toi, est-ce que tu avais d'autres questions pour elle? Non, moi, j'ai vraiment pas d'autres questions. J'ai appris beaucoup. Puis je me suis aperçue que j'avais pas toutes les bonnes informations, mais Martine a clarifié ça pour moi. Puis Martine, avant qu'on te laisse aller, toi, y a-tu une question qu'on t'a pas posée? Y a-tu quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on te laisse partir? Oui, ben en fait, on parle souvent, quand on parle d'agression sexuelle, on parle souvent des femmes, parce qu'on le sait que 87% des victimes d'agression sexuelle sont de sexe féminin. On parle peu des hommes, par contre, dans le sens de la place qu'ils ont dans cette problématique-là, hein, parce qu'on sait que la majorité des personnes qui agressent sont des hommes. Donc, c'est quoi la place des hommes au sein de cette problématique-là? Comment les hommes peuvent travailler pour éliminer les agressions sexuelles dans la société? Marcher à talons hauts? Oui, en fait, c'en est un de dénoncer les situations là, de harcèlement, d'agression à caractère sexuel, de les dénoncer puis de le dire, de se parler entre eux, dans le fond, d'avoir cette conversation-là entre gars, entre hommes, par rapport à ça, que c'est pas correct de traiter une fille de cette façon-là, de lui pogner une fesse sans qu'elle le veuille ou de lui prendre un sein sans qu'elle le veuille, que c'est des comportements qui sont inacceptables dans la société. Fait que c'est vraiment aux hommes de se lever debout puis de dénoncer ces choses-là. Parce qu'en fait, le problème nous appartient pas en réalité. Hein? Ça l'appartient aux hommes, puis c'est à eux de prendre responsabilité puis de changer tout ça. Là. Ça peut passer par l'éducation aussi, les pères. Éduquer leur fils à respecter les femmes. Oui, absolument. Ça, c'est une bonne Tellement un bon point. Oui. Bien, écoute, Martine, un grand merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, d'avoir passé du temps avec nous. Merci pour ton savoir. Merci pour toute cette information si bien livrée. Un gros merci de notre part. Oui, merci. Bien, merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir. Luminita, Amélie, un gros merci d'être avec nous aujourd'hui à Personne n'en parle. Avec vous, on va parler d'agression sexuelle. Mais d'abord, dans un premier temps, écoute, on va commencer avec toi, Luminita. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton parcours professionnel. Donc, bonjour, je m'appelle Luminita Cuchulan, je suis infirmière depuis 2012, principalement dans le domaine de l'urgence.
À l'hôpital de Hawkesbury, je pratique comme infirmière depuis 2016. Lorsqu'on a développé le programme de soins aux victimes à l'hôpital de Hawkesbury, j'ai toujours été intéressée pour faire la formation SANE à Toronto. Qu'est-ce que ça signifie SANE? C'est une abréviation en anglais. Ça signifie Sexual Assault Nurse Examiner. Et c'est une formation spécialisée qui nous donne comme on est spécialisé pour faire la trousse médico-légale et donner des soins spécifiques à la clientèle, aux victimes d'agressions sexuelles et violences domestiques. Je suis très fière de faire partie de ce programme pour supporter et être proche des victimes d'agression. Ben merci en tout cas pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Toi, Amélie, tu veux nous raconter un peu ton parcours? Oui, donc Amélie Ouellette, je suis de la travailleuse sociale du programme d'aide aux victimes. Donc, je suis à l'AGH depuis 3 ans. Avant ça, j'ai travaillé peut-être 17 ans chez Valoris pour enfants et adultes majoritairement au niveau de la protection de l'enfance et au niveau du développement adulte. Puis, je suis allée faire un petit tour aussi du côté de l'aide à l'enfance d'Ottawa pour l'équipe de l'accueil qui était Gravité Extrême, avant d'avoir l'opportunité de me joindre au programme pour l'AGH et de participer à la mise en œuvre du programme. Donc, c'est ça. Pour moi, c'était une belle opportunité. Je savais qu'il y avait vraiment un besoin pour ce programme-là dans la région. Puis j'ai toujours aidé à défendre un peu les droits des personnes victimes de violences ou de négligence. Donc, pour moi, c'était juste une continuité et un nouveau défi. Excellent. Merci. Puis, tu me disais quand vous êtes joint à ce programme-là, donc vous étiez déjà à l'hôpital quand ça a été mis en place? Pas moi. Pas toi? Moi, tu t'es joint au programme? Oui, j'ai été engagée pour justement la mise en œuvre du programme. OK, la mise en œuvre. Oui. Parfait. Puis donc, le programme, il est en fonction depuis combien de temps? Depuis officiellement février 2019, on a travaillé un petit peu avant, mais le lancement officiel avec tous les soins qu'on offre depuis février 2019. OK, fait que c'est quand même assez récent. Oui, très. Fait que c'est bon qu'on Le en programme parle est récent, aujourd'hui. mais moi, Marie, là, j'ai entendu dire que ce programme-là, là, il y a eu beaucoup de travail de fait auprès des partenaires communautaires s'engager pour vraiment qu'on l'ait, ce programme-là à Hawkesbury, parce qu'il y avait un besoin. Il l'avait à Cornwall, mais pas ici. Mais OK. je te dirais une bonne quinzaine d'années que du monde a revendiqué OK. pour avoir ce C'était vraiment programme-là. un besoin, là. Oui, puis c'est ça, c'était par l'entremise de la coalition pour éliminer la violence faite aux femmes de Prescott Russell. C'est Ah, tu vraiment vois, eux qui j'avais ont... entendu ça Ouais, quelque part. ouais. Parfait. Puis, dans le cadre de ce programme-là, il y a de l'aide aux victimes d'agressions sexuelles, mais je pense qu'il y a d'autres types aussi d'agressions. On peut être victime de d'autres choses. Donc, dans le fond, ce programme-là s'adresse à quel type de victimes, je veux dire? Des victimes qui ont eu quelle agression, on va dire? Ah, c'est eux autres là, qui ont le programme puis que le nom, il est très, 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 très long. Oui, c'est le Oui, programme c'est des ça. victimes. Programme de soins pour les victimes d'agressions sexuelles, de violences conjugales et d'abus envers les aînés. Fait qu'on a 3 Wow. clientèles cibles. Parfait. Puis, vous travaillez spécifiquement avec les agressions sexuelles ou vous touchez aussi aux autres clientèles? Ben, Non, on touche on de touche tout. toutes. Ouais. OK. C'est sûr que moi, je participe aussi au niveau des étages, les patients admis également. Fait qu'il y a aussi au niveau un petit peu plus d'abus envers les aînés, souvent aux étages qu'on OK. voit. Mais les deux, on est vraiment spécifiques pour le programme avec les 3 clientèles. Oui, on Je suis est- curieuse parce que parfois, on prend des petits programmes puis on fait des acronymes avec. Ouais. Avez-vous un acronyme, vous, pour votre programme? On en a un, mais on doit le changer. C'est SADVIA pour Oui. Sexual Assault. SADVIA, voyons. Domestic violence. Domestic violence and elderly abuse. C'est ça, merci. Vois-tu Ok. comment Ouais, on c'est l'utilise ça. pas souvent? Oui, Ben Vous là, allez non, changer? rendu là, t'es mieux de le dire au complet. c'est Ben, ça. on cherche à trouver quelque chose d'autre parce que SADVIA, c'est en anglais. Tu sais, quelque chose qui pourrait joindre les 3 aussi, mais puis en même temps, programme de soins pour les victimes. C'est Ouais. long aussi, fait qu'on essaie de... On n'a pas encore trouvé un acronyme accrocheur, disons. Mais ça va venir. écoute, on va, Oui, c'est ça. Si on vous va avez des partir, idées... on va partir un concours. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Parfait. Tantôt, bon, tu parlais un peu que des fois, il y a des gens qui vous sont référés par les étages de Mhm. l'hôpital. Sinon, de quelle autre façon, dans le fond, les victimes viennent vers vous? C'est de leur propre chef? C'est référé Oui. par l'OPP, d'autres organismes? Oui, il y a plusieurs façons de bénéficier des soins du programme. Donc,
Souvent, les patients viennent par eux-mêmes ou accompagnés par OPP. Pardon? Il arrive où? Il se rend où? Il vient à l'urgence, oui. Oh my God. Oui, les patients se présentent à l'urgence accompagnés ou non par OPP. Ils peuvent nous contacter eux-mêmes et on a les coordonnées sur le site de l'hôpital sous programme et services. J'ai une question, Madame Newton. Oui. C'est pas évident d'aller à l'urgence, là, puis devant tout le monde dire qu'on a été agressé sexuellement, comme... Effectivement, c'est pas facile de consulter, de se présenter à l'urgence, mais nous, on est là pour vous accueillir et pour vous donner des meilleurs soins et pour vous diriger vers les bonnes ressources. Puis D'accord. peut-être juste pour compléter ce que Lumini t'a dit, c'est sûr qu'à l'urgence, on sait il y a beaucoup de gens, on est dans une communauté où souvent les gens se connaissent, mais on prend la victime puis on la dirige dans un endroit plus discret, disons. Donc, elle ne retournera pas à la salle d'attente devant tout le monde, ni partager son histoire devant tout le monde non plus. OK, donc si je suis victime d'agression sexuelle puis je décide d'aller à l'hôpital à l'urgence parce que je suis blessée, donc quand je vais arriver au triage ou me présenter, je peux lui dire que voici ce qui vient de m'arriver, puis à partir de ce moment-là, je vais être retirée plus discrètement, puis je n'aurai pas à faire face à la salle d'urgence. Exactement. Puis au monde que je connais. C'est l'infirmière du triage qui va prendre toute l'histoire et va vous diriger vers une salle plus discrète. Parfait, OK. Ça, c'est quand on arrive, quand on se présente à l'urgence. Oui. Mais j'imagine aussi qu'on peut vous contacter puis vraiment prendre un rendez-vous si on ne veut pas se rendre à l'urgence directement ou il faut passer par l'urgence? Vous pouvez nous contacter vous-même et vous trouvez les coordonnées sur le site de l'hôpital sous services et programmes. OK. Oui. On a aussi les références des partenaires communautaires. Donc, des fois, justement, avec Maison Interlude, Services aux victimes, les médecins de famille vont nous appeler ou nous diriger des gens. De là, l'importance qu'on a des contacts un peu dans les organismes de la communauté. Puis, nous, après, on décide si oui ou non, qu'est-ce qu'on peut faire ou rediriger à d'autres bons services aux besoins aussi, là. Puis j'imagine qu'il y a probablement plein de différents types d'accueil avec une victime, mais j'imagine qu'il y a une différence quand on arrive et qu'on est accompagné de l'OPP puis l'agression vient de se produire versus peut-être quelqu'un que ça fait quelque temps que ça s'est produit. Est-ce que le programme, il s'adresse aux deux, je vais dire, clientèles, là? Mais est-ce que ça, autant quand ça vient d'arriver ou même si ça fait quelques semaines, quelques mois ou plus longtemps, comment ça fonctionne? S'il y a de l'agression historique? Non, mais tu sais, si ça vient pas... Moi, j'ai été agressée, là, OK? Puis j'ai décidé que non, je suis forte, là, puis je passe par-dessus, puis je vis ma vie, là. Mais, tu sais, au bout d'un an, là, j'ai sombré dans la dépression, j'étais pas bien, puis je me dis, OK, il faut que j'adresse le problème, tu sais. Donc, il y a la personne à qui ça vient d'arriver qui se rend directement à l'hôpital, puis il y a la personne que... Il y a bien des femmes que ça prend beaucoup de temps avant C'est pour tout le monde, c'est pour toutes les clientes, toutes les victimes. Même si c'est arrivé, ça fait un an, on va vous diriger vers les bonnes ressources pour avoir de l'aide. OK. Eh bien, est-ce que je me présente à l'urgence ou je peux appeler pour un rendez-vous? Mais vous pouvez faire les deux. À l'urgence, c'est sûr que vous pouvez vous présenter à l'urgence aussi. Le médecin va faire les références ou l'infirmière SAIN. Spécialisée va faire une référence, par exemple, à la travailleuse sociale. Amélie qui va faire le suivi avec la cliente. OK. Luminita, toi, tu as dit que tu étais infirmière saine. Oui. Est-ce que tu es la seule à Hawkesbury? Non, on a plusieurs infirmières formées dans l'urgence et on va former encore, on va continuer à former pour avoir un plus... pour couvrir plus des heures de travail dans l'urgence, pour avoir, si on a des patients qui arrivent pendant la nuit, par exemple, pour pouvoir les offrir les soins spécialisés. Okay. Donc, tu ne travailles pas 24/7, là? Non, okay. non, on n'est pas rendu là encore. Non, on va souhaiter que ça n'en vienne pas à ça non plus. Ça. Mais donc, si je reviens un petit peu auparavant, si je comprends bien, vous travaillez davantage avec des victimes pour qui l'événement vient d'arriver. C'est ça? Sinon, elles peuvent vous contacter puis vous allez les référer vers d'autres services, c'est ça?
Oui. Puis, c'est sûr que les services qu'on va offrir vont être différents, c'est historique ou non, ça, c'est certain. Mais, tu sais, en cas de doute, quoi que ce soit, de nous contacter, puis on va assurer. Tu sais, on ne laissera jamais personne sans Ouais. service. Je veux dire, le temps qu'on fasse les références aux bonnes personnes, si c'est plus historique, justement, ou quoi que ce soit, on va la diriger vers d'autres organismes Ouais. communautaires aussi, là. Parfait. Puis, pour une victime qui se présente soit à l'urgence, ça vient de se produire, comment vous prenez soin d'elle, soin physiquement, puis aussi le support psychologique, comment ça se passe? Donc, ça va être une prise en charge rapide par l'équipe médicale. On va faire l'évaluation physique. On va prendre soin des blessures si c'est le cas. On va faire des prises de sang pour dépistage des maladies transmissibles sexuellement. OK. Et on donne la prophylaxie aussi pour les maladies transmissibles sexuellement. OK. Et lors de son congé, la victime va avoir le suivi avec l'infirmière du programme et la travailleuse sociale si elle donne son consentement. Parfait. Donc, Oui. Lumita, tantôt, tu parlais en tant qu'infirmière saine, quand vous parlez de la collecte de preuves pour la trousse médico-légale. Oui. Peux-tu nous dire c'est Oui. quoi la collecte de preuves? Oui. C'est spécifique à une victime d'agression sexuelle ou? Puis là, c'est correct Euh, de le décrire de façon ouais. franche, là. OK, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie la collecte des preuves médico-légales? Ça signifie qu'on cherche l'ADN de l'agresseur selon le type d'agression sexuelle ou physique. Donc, par exemple, on cherche des traces de salive, du sperme, très souvent du sang sur la peau ou sur les vêtements que la victime portait au moment de l'agression ou après l'agression, tout de suite après l'agression. OK. Oui, c'est ça. Donc, la victime, elle peut choisir de faire la trousse ou pas. C'est toujours son choix. Ah, OK, elle n'est pas Et obligée. oui, elle n'est pas obligée. C'est toujours son choix de faire soit la trousse ou on fait aussi la photographie des blessures si c'est le cas et la documentation des blessures si c'est le cas. Donc, Puis- mais la victime peut toujours dire non dans n'importe quel moment. Parce que, tu sais, je t'écoute parler, puis je veux dire, ça n'a pas l'air d'être évident là, de passer, de faire ça, de participer à cette preuve de Effectivement, c'est à très cette collecte de difficile, oui. preuves-là. C'est très difficile pour les Émotionnellement. victimes, oui, émotionnellement, mais c'est toujours leur choix. C'est sûr que c'est mieux de faire la trousse médico-légale et puis de penser par après si elles veulent porter charge Mhm. ou plainte à la police. Nous, on a un congélateur spécial dans l'urgence pour le programme, donc on garde les trousses médico-légales congelées. Pour Tant que combien c'est de temps? nécessaire. Mais d'habitude, c'est 6 mois. Après OK. 6 mois, on contacte la victime pour confirmer avec elle si elle veut porter charge ou elle veut qu'on détruise la trousse. Mais si la victime dit j'aurais besoin plus de temps pour penser, il n'y a Réfléchir, pas ouais. de problème. On a assez C'est d'espace possible? pour le moment, OK. oui. Mais en termes de preuves, c'est bon pour combien de temps? Mais c'est congelé. Oui, Donc, donc c'est c'est bon bon. indéfiniment? Oui, ou- c'est ça. On congèle les vêtements et tout ce qu'on prend comme preuve sur la peau ou oui. Donc, vous congelez mes vêtements. Oui. Mais là, je fais comment pour sortir de l'hôpital? Oui, c'est une très bonne question et on est prête pour ça. On a acheté des vêtements pour les victimes, OK. pour donner des vêtements Fait qu'on n'est neufs. pas obligé d'appeler quelqu'un qui vienne nous porter des vêtements. On n'est pas obligé de le dire à quelqu'un d'autre. On peut vraiment... Ça, Vous c'est êtes le tous choix équipés de pour ça, c'est là. toujours le choix de la victime. Mais nous, on a des vêtements d'urgence Wow. neufs OK. achetés, oui. Puis, Luminita, si je me rends à l'hôpital, puis je dis, je viens d'être agressée sexuellement, je rencontre l'infirmière saine et tout, est-ce que je suis obligée de porter plainte à la police? Bien sûr que non. Non, c'est toujours le choix de la victime de porter plainte ou non. Mais toi, tu ne l'appelleras pas sans me le dire. Non, moi, j'appelle pas la police si c'est pas... c'est toujours la confidentialité et le libre choix de la personne. Si elle veut pas porter plainte, et moi, je vais pas appeler la police. OK. Ouais. Donc, si je m'en vais vous voir, puis je dis, oui, je suis pas sûre pour la preuve de collecte, mais je vais le faire, puis je vais voir. Donc, vous faites ça, vous allez me donner les soins, vous allez me donner des vêtements pour que je puisse retourner chez nous.
Puis ça veut dire que j'ai pas besoin de stresser ou d'avoir peur que vous allez appeler les polices quand je vais être partie. Je peux Non. juste me retourner chez nous puis de me sentir quand même en sécurité. Là. Non, la police va être appelée seulement si la victime donne son accord. OK. Puis si je m'en vais chez moi, puis est-ce que je vais avoir un suivi? Ouais, c'est ça, j'allais poser. Oui. Est-ce que, tu sais, là, ensuite, pouf, après toi, qui Oui. s'est occupé de Oui. l'aspect du corps, Oui, est-ce qu'ensuite, ça part du côté de l'esprit avec Amélie? Est-ce mais que c'est comme ça que ça... oui, c'est d'habitude l'infirmière qui fait une référence à Amélie. OK. Donc, c'est l'infirmière qui prend soin de la victime. Et puis, c'est seulement si la victime donne son accord, on va faire le suivi. OK. Parce qu'on ne fera jamais rien. Tu sais, on ne Ouais. fera pas rien. Je ne pourrais pas appeler la victime qui est venue si je n'ai pas eu l'accord de la victime en premier. Puis souvent, quand que je suis au bureau, évidemment, moi non plus, je ne suis pas là 24/7, mais souvent, je vais accompagner quand même la victime. Tu sais, vous dites, c'est difficile justement de se présenter, c'est beaucoup d'émotions, tout ça. Fait qu'il y a une gestion aussi des émotions puis du support qu'on offre. Donc, si tu es sur place, Oui, Tu- je vais aller. On travaille en OK. équipe Oui. beaucoup. super. Puis essayer d'éviter justement que la personne soit obligée de raconter son histoire 2, 3, 4 fois. Ouais. Parce que ça, c'est Ouais. pas évident. C'est ça. Non, Non, c'est ça doit ça. Ça l'empêche, je pense. En tout cas, moi, ça me tenterait pas Ouais. d'aller raconter mon histoire 2, 3 fois, là, Non. après l'avoir Absolument. vécu. Une fois, c'est une fois de trop, à la Ben, base. c'est hein? ça. Mais c'est ça. Fait que donc, juste pour répondre, oui, il y a un suivi qu'on offre. Puis, je vais faire un suivi avec le consentement. Puis après, on évalue quel service est mieux pour elle aussi. OK. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'on offre un filet de sécurité. Tu sais. Puis justement, avant qu'elle retourne à la maison, es-tu en sécurité de retourner chez elle aussi, numéro Ouais. 1. Fait que ça, il y a tout ça qu'on va faire aussi avant qu'elle quitte. Mais c'est vraiment de voir, tu sais, puis moi, je peux faire un petit bout, puis après référer à d'autres organismes communautaires qui soient peut-être mieux, qui offrent des services qu'on n'offre pas, comme des groupes, on n'offre pas ça ou des choses comme ça. Fait qu'on peut référer à d'autres. Mais tu m'as dit que tu ferais du counseling, excuse-moi? Oui, OK, parfait. oui. Plus à court terme, je dirais. Ouais. C'est sûr encore là, je ne mettrai jamais fin à un service s'il n'y a pas de suivi de près, parce que ça, je ne veux pas ça. Mais ça va être justement en collaboration avec d'autres organismes, là, dépendamment des besoins. Et toujours selon le choix de la victime. Absolument. D'accord. Absolument. Oui, Ce qui Excellent. est important. oui. Puis pourriez-vous nous décrire un peu, nous faire un portrait des femmes, je vais dire des femmes parce qu'il y a un peu plus, Ouais. en fait, beaucoup plus de femmes victimes d'agressions sexuelles que d'hommes. C'est vrai ça? Oui, oui. Puis même au programme, on a vu plus de femmes, mais tu sais, on dit qu'il y a vraiment une femme sur 3 qui va être victime Ouais. de... Puis avez-vous un portrait à nous dresser, mettons, tes tranches d'âge, peu importe, est-ce qu'il y a-t-il des liens qui Ben, se j'imagine qu'il ne doit recoupent? pas avoir de femmes âgées, là. Je veux dire, qui voudrait faire une agression Oh. sexuelle à une vieille femme. Ça, je pense que c'est un mythe. Mais moi, Oui, On a vu, en fait, depuis le début du programme, puis encore là, c'est nouveau. Mais si je parle juste au niveau de la clientèle agression sexuelle, là, les victimes d'agression sexuelle, ça a été jusqu'à date de 18 à 65 ans. vraiment. oui. Puis, Wow. la tranche d'âge, par exemple, qui a été plus ciblée jusqu'à date qu'on a vu, c'est 20 à 30 ans. OK. Encore là, il n'y a pas un profil typique comme uniforme à tous. Tu sais. Il y avait différentes cultures. Il y avait, c'est au ça. niveau économique, c'était très varié. Varié, Ça doit être juste les filles qui sont taillées au couteau, de toute façon. Non, Je veux dire- non, c'est ça. Il n'y a pas un profil type. Non? Non. Donc, puis c'est souvent les gens qui... les agressions sont souvent commises par les gens qui sont connus aussi. C'est ça. Ben c'est là où je m'en allais. ça. Tu sais, je voulais vous demander un peu c'est quoi les types d'agressions sexuelles auxquelles vous devez faire face. Parce que oui, on a tout un petit peu l'idée préconçue qu'une agression sexuelle, c'est un viol dans une ruelle par quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais. Mais ce que tu viens de dire, c'est plutôt l'inverse. Fait que Ouais. c'est quoi le genre de cas? Je vais dire ça Je comme vais ça. répondre à Voyez. cette question. Ben, parfait. Oui, donc souvent les agressions sexuelles sont dans le contexte de violence de couple, de Ok. violence domestique. Sont faits souvent par le conjoint, ex-conjoint. OK. Donc, ce sont des personnes connues par la victime. Dans la dernière année, on a eu à Hawkesbury comme 12 cas d'agression sexuelle. Et on a eu 3 cas d'autoréférence dans la communauté. Fait qu'on est à 15.
ça? 12? Tu m'as dit Oui, 12? puis on OK. sait que ce chiffre-là n'est pas représentatif. Ouais. Tu sais, Mais je veux non. dire, c'est sûr qu'avec la situation qu'on vit, la pandémie, les gens hésitaient aussi à venir à l'urgence. Juste ça a été aussi un blocage, je Oui, crois. c'est Puis ça. les gens ont, je veux dire, il y a quand même une crainte à dévoiler aussi, là. Fait que Oui. c'est ça. Fait qu'on, c'est Puis sûr que c'est pas on le était bon. à Hawkesbury, là, comme moi, je connais bien du monde. Je suis pas sûre que j'irais à l'hôpital, là. Tu sais, ma voisine ou ma belle-sœur était bien assez à l'urgence. Mhm. Puis Non, mais là, tu peux y aller pour un rhume aussi. Ils sont pas obligés de le savoir. Pourquoi tu es là? C'est là. ça. Non, je sais pas, mais il me Exactement. semble que quand il m'arrive quelque chose, moi, on dirait que c'est écrit dans mon front. Oui, puis de là, essayer de l'importance, c'est pour ça qu'ils sont en priorité, tu sais. Fait qu'éviter qu'ils retournent de un dans la salle d'urgence, ça, c'est numéro un, puis on les dirige rapidement dans une salle exprès, là, pour pouvoir, justement, qu'ils vivent pas tout ce stress-là d'attendre pendant des heures dans la salle d'attente, Ouais. puis à regarder les regards des autres, là. Ça, je trouve ça rassurant, par exemple. Oui, Ouais. vraiment. Oui. Puis même en temps de... ouais. Excuse-moi, Non, Marie. vas-y. Même en temps de COVID, là, vous êtes disponible hein, pour recevoir des On est victimes. ouvert, oui, Vous 24/7. êtes Ouais. ouvert? On Oui. n'a OK. pas arrêté, Ouais. le programme marche toujours. Oui. Puis si les gens hésitent à venir ou pas, ils peuvent appeler, on peut les rassurer, puis prendre un rendez-vous à une heure fixe. Tu sais, on va vraiment essayer de rendre les gens confortables à venir à l'urgence. Puis vous nous respectez rencontrer. les mesures sanitaires. Absolument, oui. OK. Tout comme nous C'est rassurant. aujourd'hui. Chaque barre de notre Oui. plexi. Exactement. Oui, c'est ça. Puis, juste un peu avant vous, on a reçu en entrevue Martine Lantier de Centre Nova Calac de Oui. Prescott Russell. Mhm. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer, bon, outre l'aspect, on va dire, médico-légal puis soins de santé, la différence entre les deux? T'en as un peu parlé, mais juste pour démêler les gens peut-être un peu. En effet, que c'est un petit peu mêlant parce que, veux pas, il y a des services qui s'entrecoupent. Tu sais, je veux dire, on est plusieurs organismes qui offrent des services. C'est sûr que la grande distinction, comme tu dis, c'est vraiment au niveau médico-légal, ça c'est certain. L'hôpital est ouvert 24/7, c'est un service qui est bilingue, ça c'est sûr. Puis au niveau de si je prends, mettons, mon Ouais. côté à moi, au niveau des suivis, c'est vraiment plus court terme. Encore là, je dis court terme, mais selon les besoins aussi. Puis, ça dépend si la femme, dépendamment où elle habite, est-ce qu'elle veut, comme je disais, participer à un groupe? Moi, je n'offre pas de groupe présentement. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'elle cherche. Centre Nova, c'est en français. Tu sais, puis des fois, on s'appelle et dit, écoute, telle situation, est-ce que toi, tu es disponible? C'est quoi le temps d'attente ou pas? Tu sais, on discute vraiment. Puis moi, je vois vraiment que comment je pourrais dire ça? Le meilleur service qu'on peut offrir, c'est vraiment de bien collaborer ensemble. C'est ça, j'allais dire. Donc, c'est la collaboration. Donc, moi, c'est ça, là, j'étais vraiment mêlée, OK? Oui. Si je suis victime d'agression sexuelle, est-ce que je vais à l'hôpital ou je vais au Centre Nova? Mais quand je vous écoute me parler, peut-être que je vais choisir d'aller à l'hôpital, puis ça se pourrait que vous me référez au Centre Nova après pour du service dans la communauté. Absolument. Me dire, écoute, il y a de l'aide, puis ça serait mon choix. Oui, C'est exactement. ça? OK. Tu sais, moi, je peux faire ça, Centre Nova peut faire Ouais. ça, tout ça. Puis souvent, des fois, je vais dire, tu sais, je vais appeler Martine ou Anne dans le temps, peu importe, puis dire, écoute, telle dame va vous donner un coup de fil, tu sais, avec l'autorisation de la dame, évidemment, Ouais. avant d'avoir appelé, pour juste faciliter un petit peu les canaux de communication. Tu sais, c'est Ouais. plus rassurant pour quelqu'un de savoir, tu sais, Martine va être là pour répondre à ton appel ou Jocelyn au pipi va être là pour répondre à ton appel si tu as des questions. Fait que c'est plus facile comme ça. C'est plus personnalisé, puis moins professionnel de se faire dire la personne va être là. Oui, C'est tu as un une nom. chose de courtoisie, hein? Oui. Ça coupe... Puis ça- c'est rassurant parce que moi, je sais que telle personne va aussi bien prendre soin aussi pour assurer la continuité. Fait que, tu sais, les gens disent, vous devez tirer chacun sur votre bord de couverte, là. Non. Puis moi, je le vois Non. pas comme ça du tout. Je pense justement, on devrait s'aider. Puis jusqu'à date, ça va très, très bien. Puis, excuse. Ah ouais, toi, non, on, pas est, grave, on est vas-y, bien vas-y. intéressés. Mais en même temps, est-ce que ça serait correct si je me disais, OK, si c'est pour une urgence, je vais à l'hôpital? Oui. Oui. Dans le cas d'une agression sexuelle. Puis si c'est pas pour une urgence, ben, je pourrais aller au Centre Nova. Oui et non, je vais dire. OK? OK. Urgence, démêler? oui. Urgence, c'est sûr. Urgence médicale, tout ça, c'est certain. Puis urgence psychosociale également, on va être là pour aider. D'accord? En même temps, si la dame ne veut pas venir à l'hôpital,
il y a toujours des lignes d'appel qui sont disponibles 24/7, dont une Femme-Aide avec le Centre Nova qui est disponible, mais elle pourrait aller aussi en état de crise au Centre Nova. T'sais, ils vont l'accueillir quand même, puis ils vont offrir les soins, puis eux vont peut-être diriger la dame à l'hôpital, puis l'accompagner à l'hôpital aux besoins. Toutes les portes d'entrée sont bonnes, mais je voulais finalement. clarifier, je veux dire urgence dans le sens qu'en dehors des ouvertures, parce que je pense pas que le Centre Nova est ouvert 24/7. Non, tu as raison. Donc, si c'est en dehors des heures d'ouverture du Centre Nova, je pourrais aller à l'hôpital. Oui, exemple. Absolument. Ou si le Centre Nova, c'est à Castleman, ça, si je ne me trompe pas. C'est à Castleman, oui, le bureau satellite, si on peut appeler, là, mais il y a quand même des points de service, là, Rockland, Hawkesbury, ils se déplacent également. Là. OK, je ne savais pas. Mais si, mettons que je suis plus proche de l'hôpital, je pourrais aller à l'hôpital, puis après ça, me faire référer au Centre Nova. Absolument. Si vous ne savez pas où aller, venez à l'hôpital, puis on va pouvoir après vous diriger vers les bonnes places, ça, c'est certain. Donc, vraiment, je ne peux pas me tromper. L'important, c'est d'aller vers un service, puis on va nous aider à se démêler. C'est bien résumé, parce que des fois, on ne connaît pas toutes les options qu'on a face à une telle situation. Fait qu'en équipe, on va... Oui, parce que moi, je pensais à ça, là, puis j'aurais été vraiment mêlée, là. Si je me faisais agresser sexuellement, je ne serais pas où aller. Mais c'est sûr que c'est... je veux seulement compléter... c'est sûr que si la patiente veut faire la trousse, c'est mieux de se présenter tout de suite à l'urgence pour faire la collecte de preuves. Ben, puis justement, j'ai oublié tantôt de poser la question, mais on dispose de combien de temps? J'imagine que tu vas me répondre le plus tôt sera le mieux. C'est sûr que c'est le plus tôt possible, mais... Tu veux dire après l'agression? Oui, exactement. De combien de temps on Mais on a dispose? comme 12 jours pour faire la collecte de preuves. Ah oui. Mais je ne me souviens pas tout le time frame pour toutes les collectes, mais on a une liste à l'urgence, oui, c'est ça. J'imagine sur le corps, si on s'est lavé une couple de fois, c'est pas la même chose que sur des c'est sûr que c'est pas la vêtements, même chose, oui, c'est vrai. Même mais chose si on a lavé ses vêtements, etc. Oui, c'est ça. Mais pour les blessures, pour faire la photographie, ça pour peut aller collecte jusqu'à de 12 preuves. jours. Pour la collecte des preuves d'ADN aussi. 12 jours, c'est vraiment le maximum, là, parce maximum, qu'après même 48 heures, on perd quand même ça. beaucoup de preuves. Puis c'est un bon point que tu mentionnes. Tu sais, c'est sûr qu'idéalement, on sait que ça va à l'encontre un peu de ce qu'on veut faire, mais d'essayer de ne pas prendre la douche avant de venir. Ouais. Surtout, ça vient d'arriver, là, c'est sûr que c'est pas intéressant. Puis même si vous lavez vos vêtements, on peut quand même les prendre, puis ils peuvent quand même trouver de l'ADN. Maintenant, à cette heure, c'est rendu tellement développé au niveau de... sensible qu'ils peuvent détecter, même si le vêtement a été lavé. Moi, je me dirais comme on est mieux de prévenir en tant que femme. C'est beaucoup mieux prévenir que guérir. Donc, en tant que femme, c'est peut-être d'avoir cette réflexion-là. Si je me fais agresser sexuellement, est-ce que je veux avoir la collecte de preuves? Puis si oui, puis ça arrive, de dire, OK, dans le meilleur des mondes, c'est d'y aller tout de suite après, avant de prendre une douche pour avoir la meilleure collecte. Je sais que c'est pas évident, mais encore là, c'est de prévenir. Si telle chose arrive, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Puis aussi, là, maintenant, on le sait en plus qu'on est accueillis, que c'est vraiment super discret, qu'on a 2 personnes qui sont là en plus pour nous épauler là-dedans. Fait que comme le Minitel disait, c'est sans doute vraiment pas le fun de faire la collecte des preuves. Oui. Ça doit sans doute pas nous tenter, mais si un jour, regarde, on l'a vu, puis là, je m'en viens avec mon autre question, là, mais on a vu des femmes qui ont dénoncé des années après, puis des années après, il n'en reste plus de preuves. Non. Puis le système de justice, il est bâti que c'est à la victime de démontrer la preuve. De prouver hors de tout doute raisonnable. Puis, on vient de le vivre du côté, on est franco-ontarien, on entend quand même beaucoup parler du Québec, puis ce qui s'est passé avec Éric Salvaille, puis avec Gilbert Rozon. Est-ce que ça peut aider, ça? Si on se dit, au moins, je ne suis pas obligée de porter plainte, mais si je le fais tout de suite, le plus tôt possible, si un jour je change d'idée, est-ce que ça aurait pu influencer des... C'est certain, parce que juste le fait de venir, exemple, à l'urgence à l'hôpital, puis on parle de la note ici, mais il y en a d'autres hôpitaux aussi où vous pouvez aller, mais c'est vraiment de pouvoir documenter l'agression, s'il y a des blessures, je veux dire, c'est des preuves qui sont assez fortes en cours. Je veux dire, c'est fait par des professionnels, tout ça. Fait que c'est certain que j'encourage tout le monde, suite à une agression, qui ait pris une douche ou pas. Même si on a pris la douche, venez quand même, parce qu'on a quand même différentes options pour la collecte de preuves. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, puis vous êtes mieux de venir
si vous hésitez, puis on va vous dire ce qu'on peut faire, tu sais, puis on Oui. va vous appuyer là-dedans. Mais c'est certain que ces preuves-là à la cour, je veux dire, c'est un plus. Parce Puis, que ça vient d'arriver, puis c'est sur le coup de l'émotion, puis c'est frais dans la tête de la Ouh. victime. ben ça, oui et non. On a tout au niveau là, j'ai le trauma informed dans la tête, là. On Ouais. sait que maintenant, Il sur pourrait avoir le de la dissociation, puis qu'elle ne se souvienne c'est pas. ça. ça. Puis toute réaction va être normale. Tu sais, il y a les gens qui peuvent rire, pleurer, se choquer. Tout ça, c'est toutes des émotions qui vont être normales. Puis, peu importe si elle décide de porter plainte ou non, tu sais, si moi, exemple, j'offre le suivi, puis là, il y a de la nouvelle information, je veux dire, Ouais. c'est documenté aussi. Oui, c'est ça, c'est Je veux documenté. dire, Vous allez nous aider avec la documentation? au- Ben, c'est sa propre documentation. ouais, je veux mes dire, dans notes ses à notes. moi, par exemple, mon Dieu, de nos rencontres. Oui. Puis, dépendamment s'ils ont besoin pour... j'essaie de voir quelle autre documentation. Le médecin, des fois, peut écrire des notes s'ils ont besoin de notes pour le travail, des congés ou peu importe. Mais documentation, c'est si jamais elle veut aller plus loin aussi, dans le dossier médical, ça va être documenté. Mes notes à moi, par contre, au niveau psychosocial, c'est confidentiel. OK. Mais si la victime, elle donne son accord, c'est... Ça va être correct. OK. Les policiers vont pouvoir avoir accès ou peu importe à ça aussi. Et tu sais, Amélie, parce que ça se pourrait que si je porte plainte, il va falloir que je raconte mon histoire. Mhm. Puis peut-être que ça sera clair dans ma tête. Mais si je vais te voir, est-ce que tu vas m'aider à remettre ça chronologiquement en ordre? Je vais Mon pouvoir histoire. guider. Si elle OK. porte plainte, il y a aussi VWAP, le Victim Witness Assistance Program, qui vont pouvoir aussi aider, OK. mais on va travailler en collaboration. Tu sais, OK. je veux dire, moi, je dis toujours, même si on ne travaille plus ensemble, puis dans 6 mois, tu as besoin d'un touch base, rappel. Tu sais, puis si jamais elle veut être accompagnée pour aller voir les policiers, je vais le faire aussi. OK. Fait que oui, on va l'appuyer là-dedans, c'est certain. Elle ne sera pas toute seule dans ce processus-là qui peut être aussi très demandant au niveau émotionnel. Oui. Puis, absolument, on peut discuter de ce qu'on a déjà parlé dans le passé aussi. Puis, l'accompagner là, avec ça. Là, ça OK. c'est Puis certain. est-ce que ça se pourrait que je me présente dans le but d'avoir la trousse, puis un coup, vous m'expliquez c'est quoi, puis que je pourrais changer d'idée? Oui, vous pouvez toujours changer d'idée. Vous C'est serez pas toujours le fâché libre, après moi. non, c'est toujours le libre choix de la patiente. OK. Ouais. OK. Oui, C'est Puis, bon elle à pourrait savoir. revenir le lendemain Oui. puis décider Ouais. de la faire. Oui, Tu sais, c'est puis ça ça. serait correct. tu c'est sais. ça. Nous, on OK. explique seulement quels sont les avantages de faire le plus tôt possible. C'est la patiente qui décide. Mhm. OK, d'accord. Ouais. Puis, il y a une question qui m'a popé pendant qu'on parlait de tout l'aspect juridique. Si la victime a décidé qu'elle porte plainte, bon, vous avez des dossiers qui sont documentés. Est-ce que vous pouvez être appelé à aller témoigner? Ça l'arrive? J'ai jamais fait ça. Je On sais ne l'a pas toi. vécu encore avec Mais ça le programme, Oui. mais oui, c'est sûr qu'avec Oui. la trousse médico-légale, l'infirmière pourrait être amenée à, Oui, à en témoigner, cours, oui. certainement. Puis des fois, c'est pour des détails tu sais, au niveau de l'écriture. que Oui, c'est c'est tu sais, ça. ça peut être ça, mais le processus est très, très clair. Tu sais, il y a des Mhm. guides standards qu'on suit Oui. pour faire la collecte de preuves. Là, je dis on, mais c'est l'infirmière Ouais. qui fait la Oui, collecte de c'est preuves. ça. Donc, La c'est ça, oui, ça peut documentation, arriver. oui, c'est ça. Oui. Ça peut arriver, mais j'ai jamais vécu ça pour le Mhm. moment. Parfait. Mesdames, s'il y avait une chose que vous aimeriez que les gens retiennent de votre passage ici aujourd'hui, ce serait quoi? Qu'on est là. Qu'on est ici- oui, qu'on est, on a le programme à Hawkesbury, à l'hôpital de Hawkesbury, qu'on est ouvert 24/7 et qu'on est là-bas pour vous aider, pour vous répondre à vos questions et pour vous diriger à des bonnes ressources. Oui, puis on n'est pas ici, tu sais, je pense que une de nos valeurs, c'est vraiment de redonner le choix Le à la choix, personne oui. qui se présente, puis c'est vraiment pas de juger ce qui s'est passé de notre côté, c'est vraiment d'appuyer Oui. dans le respect, puis justement que les partenaires après s'enligner pour bien supporter la victime, parce qu'on sait que c'est une étape assez difficile, fait qu'on Mhm. veut s'assurer qu'elle n'est pas toute seule là-dedans. là. Parfait. Vous, Madame la fouineuse, de votre côté, est-ce que vous aviez d'autres questions pour nos invités? Ben moi, j'ai pas d'autres questions, mais j'aurais un commentaire dans le sens que, tu sais, je vais en parler de ce programme-là parce que c'est plus clair Mhm. pour moi, mais aussi parce que, tu sais, je me disais, ah, ça doit pas être évident d'aller d'un hôpital quand tu as subi une agression sexuelle, tu sais, le médecin, comme les infirmières, tout ça, ils vont voir comment, tu sais, comme, mais après avoir parlé avec ces deux dames, je pense que, tu sais, ils ont une équipe qui sont quand même empathiques. On Puis sent ils ont l'humain, dit- là. C'est très ça, puis ils ont humain. dit qu'ils ne nous laisseraient pas tomber, puis Mhm. qu'ils nous aideraient, tu sais, puis ils travaillent en collaboration avec les partenaires communautaires. Donc, je pense que tu sais, on n'est pas toute seule dans ça.
c'est vraiment d'aller chercher le service parce que le service il est là, puis c'est de l'utiliser. Donc, moi, je vais en parler. Bien, tant mieux, propager Oui. la bonne nouvelle parce Oui. qu'on est là pour aider. Puis une question qu'on se fait poser des fois, c'est, tu en as glissé un petit mot tantôt, c'était est-ce qu'on voit des hommes aussi? Fait que le programme est pour tout le monde. Les hommes, on s'est fait demander est-ce que Oui. les gens de la communauté LGBTQ2+, Oui. peuvent recevoir absolument 16 ans et plus, on offre le service sans exception. C'est ça, Peu oui. importe le lieu de résidence, on ne retournera jamais personne. On est là vraiment pour Vous aider. supporter la Ouais. personne qui vient à l'urgence. Ben, excellent, Luminita. Amélie, Mm. un énorme merci d'avoir Merci été à avec vous. nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ben, en tout cas, Sylvie, on en a appris des affaires aujourd'hui. Oui, vraiment, on en a appris. Et ce que je retiens, Marie-Pierre, moi, c'est que les services sont vraiment en place pour aider les victimes. Et en tant que victime, on se blâme, on se sent coupable, on a honte. L'important, c'est d'aller vers ces services-là. Si tu as été abusé sexuellement, que ce soit dans le passé ou récemment, il y a de l'aide pour toi, les services sont en place. Et aussi, je voulais mentionner que l'agression sexuelle, c'est criminel. Puis c'est ce que je retiens aussi aujourd'hui. Tout à fait. Puis écoute, moi, j'ai été assez impressionnée par le programme de l'hôpital, à quel point ils sont outillés pour recevoir une victime, tu sais, tout l'aspect que c'est confidentiel, un petit lieu pour que tu sois à l'aise de discuter. Même si tu souhaites faire la trousse médico-légale, bien, ils ont des vêtements tout neufs pour toi, parce qu'il faut que tu laisses tes vêtements derrière, ils en ont toutes les grandeurs possibles et imaginables. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien fait, puis j'espère que ça va inciter les gens à dénoncer puis à utiliser ce service-là davantage. Oui, les services sont vraiment adaptés aux besoins des victimes. Vraiment. Puis si vous voulez en apprendre plus sur ces services-là, bien, on vous invite à aller visiter les sites web des gens qu'on a reçus aujourd'hui. Pour le Centre Nova, bien, c'est super facile. C'est centrenova avec un s.ca. Puis pour le programme de soins aux victimes d'agression, on se rend simplement sur le site de l'Hôpital général d'Hawkesbury sous l'onglet Programmes et services, puis vous allez trouver toute l'information à cet endroit-là. On vous invite aussi à aller visiter le site web Traçons les limites de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Pour en apprendre davantage sur les relations saines, il y a même un petit quiz à passer pour savoir si ta relation est saine. Puis, pour en apprendre plus sur nous, Maison Interlude House, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violences, bien, vous rendez sur notre site web, puis vous allez trouver toutes les façons pour nous rejoindre. Puis, il y en a plus qu'une, hein? Oui, si vous êtes victime de violence, vous pouvez nous appeler, nous texter ou venir clavarder avec nous. Donc, sur le site web de Maison Interlude, en haut à droite, il y a un bouton « Pas bien chez moi, Prescott Russell ». Vous cliquez sur ça et vous allez avoir accès aux informations. Exactement. Puis, on est là 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pour vous. Bien, sur ce, on vous remercie d'avoir été avec nous, puis on vous dit à bientôt pour une autre balado. À bientôt, Marie-Pierre. À bientôt.